Salut les loulous. Salut. Bon, on va commencer là-dessus du coup. Salut tout le monde. Donc pour le premier épisode du canapé d'RLG, donc le canapé qui est là. Alors l'intérêt du podcast, ça va être quoi? On va parler d'humour, de stand-up, de rigolade et tout. À chaque épisode, il y aura un invité. Donc là, le premier invité, c'est Guimso que j'ai invité. Voilà. Guimso qui est le premier humoriste avec qui j'ai commencé le stand-up. Et oui, grande histoire d'amitié. Grande histoire d'amitié. Donc on a commencé ensemble. Pour vous faire un petit résumé du podcast, comment ça va se dérouler, en fait on va parler d'anecdotes de jeu, tu vas nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans le stand-up, qu'est-ce qui te fait envie dans le stand-up, etc. Et vraiment le but c'est de passer un bon moment, de raconter un peu, d'être objectif sur le stand-up, les trucs qui te plaisent, les trucs qui te plaisent pas, de raconter voilà, des fois quand t'as joué ça s'est bien passé, des fois quand t'as joué bon ça s'est un peu moins bien passé. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, des endroits un peu cool et surtout le but c'est que s'il y a des gens qui veulent se lancer en écoutant notre podcast, ils auront les clés pour pouvoir jouer dans des endroits, tu vois, on va leur donner un peu des tips. Comment jouer à tel endroit, il faut envoyer un message sur ça, etc. Les endroits cool, les endroits un peu moins cool, les endroits où il faut vraiment aller quand tu débutes, et les endroits où il faut aller quand tu es un petit peu, quand tu as de la bouteille, on va dire. Donc c'est juste ça. Ok, ouais, je suis carrément prêt, ça fait plaisir, on est parti. Hein. On est parti. Ok, alors du coup, tu peux te présenter, dire vite fait, je sais pas, ton âge, ton métier, depuis quand tu fais du stand-up, etc. Ouais. Alors salut les loulous. Du coup moi c'est Guillaume et Guimso comme nom de scène que je compte bientôt changer parce qu'on me confond souvent avec Gizmo ou Guimso ou plein de gens. Et du coup 29 ans, actuellement stand-upper, autrement dit au chômage. Et j'ai commencé le stand-up, écoute, c'était en même temps que toi, c'était l'été dernier, c'était l'été 2020. Les premières scènes, vraiment. Ouais, quand tout a réouvert. Quand tout a réouvert. Après, c'est vrai que toi et moi, comme beaucoup de gens sur Paris, on a fait... Mais ça, je sais pas si tu l'as mis dans les fiches, de parler des écoles de stand-up. Bon, tu peux en parler, hein, maintenant que t'es parti. Ouais, du coup, avant ça, je me suis inscrit en janvier 2020, du coup, en plein Covid, à l'école du One Man Show. Parce que ça me permettait de sortir de la maison et de commencer à travailler sur des textes. Donc je savais pas que j'allais encore faire du stand-up, je voulais juste faire du one, il y a une différence, hein. Le stand-up c'est vraiment quand on parle à quelqu'un, alors que l'école du One Man Show ça peut être plus du théâtre ou voilà, c'est un format différent. Donc voilà, j'ai commencé avec les cours qui étaient quand même assez théoriques, mais la vraie première scène c'était en été 2020, donc ça fait un peu plus de 6-7 mois. Ouais, ça c'était juin je crois. Ouais, et j'avoue qu'en 6-7 mois on voit beaucoup de choses quand on fait... quelques scènes par semaine. Donc en vrai c'est une bonne aventure. Ouais. Non, franchement c'est grave cool. Et du coup si tu devais expliquer aux gens pourquoi tu t'es lancé, tu dirais quoi? Je pense que comme beaucoup de gens qui l'ont fait, il y a beaucoup... Moi c'est la Jamel Comedy Club qui m'a marqué. C'est comme beaucoup de gens de notre génération. Gad Elmaleh, Papa est en haut, un classique. Gad quand on avait encore... Voilà. Ouais, je suis d'accord. Non, du coup, c'est pas mal de choses qui me faisaient beaucoup rire et qui m'intéressaient vraiment, mais je me serais jamais dit, parce que tu sais, t'es jeune, et t'es influençable, et à l'époque, si t'as une crotte de nez sur ton pull et que tes potes ils se moquent, tu t'évanouis littéralement, tu vois. Donc à l'époque, je me serais jamais dit que je me serais lancé, mais je sais que j'avais envie. Et je pense que la crise du Covid, qui a un peu rebattu les cartes pour moi et pour pas mal de gens, et après pas mal de trucs personnels, des hauts et des bas, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en dehors d'avoir un travail bof avant le chômage, tu vois. Je comprends. Et je me suis dit en vrai pourquoi pas tenter de prendre des cours dans un premier temps. Et puis après c'est venu petit à petit, en faisant des scènes et tout, en me disant c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà. Que t'aimes bien, que tu kiffes quoi. Ouais voilà. Ok, ça a le mérite d'être honnête. Et alors là, question un peu plus dure. Donc on va parler surtout, donc nous on fait, on va dire plus principalement du stand-up. On a joué pas mal au théâtre et surtout aussi, mais c'était un petit peu du stand-up quand même ce qu'on faisait. Donc c'est vraiment raconter une histoire, il n'y a pas vraiment trop de personnages, surtout ça dans le stand-up, on est un peu nous-mêmes. Et j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que t'aimes le plus dans le stand-up par rapport au one et tout. Et aussi, après, en deuxième partie de question, si tu pouvais changer un truc dans le stand-up français, tu vois. Qu'est-ce que j'aime dans le stand-up par rapport au one? Ça dépend comment tu définis le one. Qu'est-ce que t'aimes dans cet art en fait? Qu'est-ce que t'aimes dans le stand-up, comédien, tu vois, ou autre chose? Ouais, ok. Dans le stand-up, moi ce que j'aime beaucoup c'est... Après c'est mon idée, mais comme beaucoup de gens, c'est que tu prends des merdes. À toi la question, donc c'est vrai.
On pourrait la poser à Freud parce qu'il y a son chien aussi là, C'est qui vrai, apparemment fait des meilleures blagues que moi. Et des meilleures chutes parce que lui il tombe sur ses fesses, voilà. Oh là. Voilà, c'est dangereux. Voilà, c'est les meilleures blagues que je fais, ça, c'est pour ça que je suis pas encore booké. Voilà, elles sont travaillées, celles-ci. Elles sont travaillées. C'est pas spontané. Non, au niveau du stand-up, ce qui me plaît, c'est que tu peux prendre des merdes qui t'arrivent en fait et les. Non, t'avais pas dit ça pour ça. Non, vraiment. Tu peux prendre des merdes, genre nous. Des nous aussi. Ouais, c'est vrai, tu peux prendre des merdes comme nous et faire quelque chose avec elles. Et tu peux prendre des merdes qui t'arrivent dans la vie et essayer de faire rire les gens avec. Je dis bien essayer, hein, évidemment, tu vois. Mais je vais pas dire que c'est une thérapie parce que si t'as tes problèmes psychologiques, va chez le psy. En vrai, ne fais pas de stand-up. Faut le dire, hein, il y a beaucoup de gens qui font des sketchs sur les trucs qui leur sont arrivés et tu sens que c'est pas trop passé. Ouais, faut digérer le truc pour être capable d'en parler et de faire rire. Il faut rigoler de toi avant de. Mais c'est l'idée de. Je pense que c'est vraiment l'idée, voilà. C'est vraiment être capable de prendre du recul vis-à-vis de toi et de faire rire les gens avec ça. Et après, des fois, tu peux avoir un message à faire passer. J'en ai pas forcément. Peut-être un peu des fois. Si l'ouverture et l'acceptance des gens, tu vois, mais si tu veux avoir un message à faire passer, je trouve que c'est un bon art où tu as vraiment carte blanche pour t'exprimer. Voilà. Ouais, bah en plus, ça tombe bien que tu parles là-dessus, parce que j'allais parler de ça. Ma question d'après, c'était donc... est-ce que tu veux un peu nous dire les sujets des sketchs que tu as déjà écrits ? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, le premier sketch, c'était sur l'homosexualité. Parce que ça se voit pas comme ça, les amis, mais je suis beau. Celle-là aussi, elle était écrite. Ouais, du coup, le premier sexe. Wow, c'est un peu révélateur. Voilà, le premier texte était sur mon sexe. Et du coup, il était énorme. Non, le premier texte était sur l'homosexualité. Et du coup, moi, j'ai grandi dans le 77. Là, je suis dans le 9-3, tu vois. Et c'est le truc où, encore une fois, c'est le parcours de chacun. Par exemple, être gay, maintenant, c'est un non-sujet, tu vois. C'est un truc, c'est pas un truc de ouf. Sur Paris, c'est quelque chose de commun. Moi, je pense que t'as des endroits un peu paumés en France. Mais voilà, là où j'ai grandi, c'était pas non plus c'était pas la zone non plus, mais c'était le 77, c'était un peu... on était un peu excentré, on va dire, tu vois, pour pas dire d'autre chose. C'était un peu, un petit village. Et pareil, après, je suis allé à Noisy-le-Grand dans le 93, donc là où je suis maintenant. En vrai, c'est cool, mais c'est pas des sujets de prédilection en général. Ouais. Et du coup, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à dire, pas juste sur le fait d'être gay, mais sur le fait d'être gay et de comment tu le composes un peu... mon histoire à moi, tu vois. Ouais, donc c'est vrai que toi, c'était le truc intéressant, c'était que tu t'expliquais comment t'évoluais dans un milieu où genre il n'y avait pas trop la place pour c'est ça. Un peu le mec viril, le gros cliché de c'est ça. Je pense que tu peux tomber facilement dans des clichés. Il y a 40 000 types de gays comme il y a 40 000 types d'hétéros. Ça, c'est même pas une question, tu vois. Mais quand tu vas regarder les humoristes ou ce qu'on te propose dans les médias, des fois tu vas tomber un peu dans le cliché du gay qui peut être un peu, je dis bien cliché parce que je juge pas, mais du gay qui peut être un peu efféminé, du gay qui peut être un peu parisien, tu vois. Et non, les gars, on est partout, on est en banlieue, on vous regarde, on est discret, mais on est là aussi, tu vois. Et ouais, moi c'est sûr que j'ai grandi, il y avait pratiquement qu'avec 2 frères, maintenant j'en ai 4 parce qu'il y a 2 demi-frères, avec mes potes qui étaient pratiquement que des mecs, du coup aussi en banlieue. Et je trouvais que c'était aussi un truc à raconter parce qu'en fin de compte, moi, quand j'étais gosse, j'ai pas vu de récit qui ressemblait au mien, tu vois. Ouais. Tu regardais, c'est cliché, un grave cliché, mais je regardais Secret Story ou je sais plus quoi, où tu voyais des Benoît ou des François Xavier ou des Magloire, tu vois. Et encore une fois, un chapeau à tous ces gars qui ont quand même porté un truc qui était pas facile à porter. C'est vrai que t'as du mal à t'identifier à ça, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était bien de le faire parce que j'en avais besoin. Et quelque part, s'il y a un petit PD qui se cache en banlieue, sache que toi aussi tu as le droit de flopper, mon ami, sur scène. Voilà. Assume-toi et tu peux venir flopper avec nous. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, tous les flops sont permis. Hein. Et du coup, donc comme tu as dit et tout, donc par rapport aux médias, tout ça, est-ce que ce serait pas du coup une chose que tu aimerais... Donc s'il y avait une chose que tu pouvais changer dans le stand-up, est-ce que ce serait pas du coup le fait que dans les sketchs il y a un peu trop de clichés ou je sais pas, d'après toi c'est quoi que t'aimerais, je sais pas, il y a trop d'humour communautaire, je sais pas, trop d'humour, tu vois en vrai je vais pas du tout juger le stand-up et tout, parce que je pense que c'est tellement grand maintenant, tu vois, genre en vrai, nous on est des humoristes débutants évidemment, donc des humoristes débutants,
on en voit énormément. Ouais, il y en a Franchement, vraiment à Paris. on Waouh. est plus d'humoristes que de public souvent. Et c'est dingue. Et franchement, même pour des débutants, parce qu'on a eu la culture, on a grandi avec, on est quand même, enfin, nous, tu vois, bons en général. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même dans le niveau débutant, pas ceux qui viennent de commencer, mais en général, tu vois quand même que les gens sont bons et il y a des styles qui sont quand même vraiment variés. Donc Ouais. c'est pas forcément représentatif de l'époque du justement Jamel Comedy Club qui était un peu plus communautaire, les Rebeux, les Renois, les Portugais. Ça c'est marrant, mais voilà, c'est peut-être que c'est un peu plus 2000, voilà, tu sais, Ouais. 2000, 2005, un peu 2010. Donc ça c'est bien. Je pense que ce qui pourrait être intéressant pour le stand-up, ça serait que ça soit peut-être un peu plus, je vais pas dire médiatisé, mais je pense peut-être au niveau de, je dirais un truc, ça serait peut-être au niveau de l'âge. On va prendre l'exemple des States, genre là-bas le stand-up ça depuis longtemps. Ouais. Donc en fait il y a des gens qui font du stand-up qui ont 50, 60, Dave Chappelle, Louis C.K. et tout, qui sont old school, et encore des gens qui sont beaucoup plus vieux, et un public qui a grandi avec. Donc je pense que comme ils sont habitués, en fait t'as beaucoup de gens qui font du stand-up et t'as vraiment un gros public qui écoute. Ouais. Alors qu'en France, nous on va dire que c'est un peu le Jamel Comedy Club qui a vraiment lancé la vague de popularité, donc comparé aux States c'est assez récent. Donc mine de rien, faut quand même être assez jeune Ouais. pour faire du stand-up et tout. Et ça se ressent un peu en scène, je pense, où des fois, t'aimerais bien voir un peu plus de diversité dans tout, dans l'âge, Ouais. parce qu'en fait, les gens viendraient avec des trucs différents. Et des fois, t'as juste l'impression qu'on est beaucoup à avoir entre 20, je m'inclus, tu vois, entre 20 et 35. Ouais, c'est vrai que c'est, je pense, la bonne moyenne d'âge. quoi. Ouais, et surtout sur les scènes ouvertes, parce qu'après, je pense que quand t'es vraiment bon, quand t'es confirmé, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais aller commencer des scènes ouvertes avec des gamins de 20 ans et avoir. Il a 20 ans, du coup. Non, alors j'ai pas 20 ans, j'ai 21. 22. Hein. Ça va. Excusez-le. Tu veux me dire que t'as 30, tu vas rougir, hein, tu vas pas être content. On parle pas de moi. 29. Mais non, du coup, c'est. Ouais, ça serait plus ça, je pense. Ça serait plus avoir. Sur les scènes, en tout cas, avoir un peu plus de diversité et voir que les gens, ils laissent plus des gens un peu plus âgés jouer. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas une critique. Après, sur les scènes, tu fais ce que tu veux et c'est ça Ouais, qui est c'est bien. vrai. Non, ouais, c'est vrai que c'est cool. Mais en plus, parce que nous, on est encore, on va dire, à peu près débutants. Donc au début, quand vous commencez, vous allez faire vraiment des scènes ouvertes. Donc, ça explique bien ce que c'est que vous pouvez n'avoir écrit aucun sketch ou pas du tout être connu et pouvoir y jouer. Et à force d'en faire, vous allez rencontrer des gens. Et c'est comme ça c'est ça aussi qui est très sympa dans ce milieu, c'est que tu Ouais. rencontres plein de gens qui font. Alors, comme tu as dit, ouais, la moyenne d'âge est quand même assez. On est vraiment sur une plage qui est comme ça entre 20 et 35. Mais pour le coup, il y a plein de gens qui font plein de choses différentes et ça c'est cool. T'as des gens qui sont professeurs, t'as des gens qui font voilà. Donc ouais, par contre quand vous lancez, quittez pas tout d'un coup. Ouais, non, faites pas ça. Non, faites pas ça vraiment parce que bon, ça marche pas tout de suite et quand bien même ça marche tout de suite, bon quand vous êtes payé au chapeau 3 euros mais vous avez payé 10 euros la pinte pour pouvoir jouer, bon c'est pas rentable. Ouais, après ça dépend, évidemment on connaît pas tout, hein, tu vois, ça Ouais. dépend de là où tu joues, mais c'est vrai qu'au début, si jamais tu écoutes ça et que tu veux faire du stand-up, alors sache que tu peux jouer, mais que souvent on va te demander de ramener du monde Oui. dans quelques endroits, hein, tu vois, ou alors de 3 personnes, tu vois, pour s'assurer qu'il y a un minimum de gens dans la scène, ou alors de payer en fait ta consommation. Ça arrive pas partout, mais ça arrive dans quelques endroits. Ouais. Donc c'est vrai que tu peux payer ton verre en général 5 ou 6 euros. Des fois, tu as un chapeau. Donc le chapeau, c'est que tout le monde. C'est un peu comme la quête à l'église, sauf que c'est pour les humoristes. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On tu le vois. redonne pas au Seigneur. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, pareil, on est des débutants, donc des fois, il n'y a pas beaucoup de trucs. Souvent en semaine à 19h, si tu gagnes 2 euros, tu es content. Mais voilà, tu as payé 5 euros, tu gagnes 2 euros, du coup, tu es en déficit de 3 euros pour flopper sur des vannes. Donc, ne lâche pas ton travail, mon ami, et fais des études. Voilà, Ouais. c'est un C'est bon pas mal. conseil. Et du coup, donc, comme on a dit, tu as écrit des sketchs sur, on va dire, l'acceptance, donc s'accepter soi-même, l'homosexualité, tout C'est ça. l'acceptance ou donc, l'acceptation? Parce que- L'acceptation, ouais, plutôt. pas sûr On va non essayer plus. de parler un peu français quand même. Ouais, on sent qu'on fait du stand-up. hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'on est trop bilingue. Parce que je crois que c'est acceptance en anglais, tu vois. Et voilà, moi j'ai un peu l'habitude de faire des scènes devant des publics, notamment anglophones, hispanophones. Ouais, dans le 7-7, en gros. Voilà, dans le 7-7, dans mes rêves les plus fous. Et Non. du coup, t'as fait sur ça, t'avais fait sur quoi d'autre? T'avais fait sur le chômage Sur aussi. le chômage, ouais. Sur Victor, un espèce d'humoriste dépressif. Ouais, voilà, un texte sur ma première scène, en fait. J'ai fait un texte, je passais ma première scène ouverte, du coup, et j'avais fait un texte le jour même sur le fait que je faisais ma première scène et que j'étais stressé, et vous voyez, ça faisait un peu un truc
Inception. Ouais, un peu. Non, ça faisait vraiment. En fait, c'était vraiment un texte sur le malaise, sur le fait que je joue devant vous, mais je suis vraiment pas bien, je vais m'évanouir, mais c'est ma première scène, du coup applaudissez-moi et tout. Et en vrai, c'était un moment hyper intéressant, mais hyper stressant. Putain. Ouais. En plus, si tu gères mal le malaise, tu risques d'en mettre un dans la salle. Ouais. C'est terminé. Attends, mais ça, c'est un autre truc, hein, si on commence à parler de. Attends, mais t'inquiète, on va en parler. Alors, pour le coup, en flop, on peut en parler librement parce que franchement, j'en ai fait. Et Mais attends, on va en parler. Ah, ok. Tu mets la charrue avant les bœufs, là. Qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, toi, si on prend personnellement, si quelqu'un là, a envie d'écrire un sketch, on a tous des manières un peu différentes d'écrire des sketchs. Pour toi, t'écris comment un sketch ? Est-ce que d'abord t'as l'idée et ensuite tu mets des blagues, ou est-ce que d'abord t'as les blagues et ensuite le sujet, etc. Comment tu fais, toi ? Je pense qu'au début, faut pas se focus sur les blagues, et surtout quand tu commences. Tu vois, c'est un peu comme tout. Je pense que quand t'es un pro, quand t'es un Roman Frasinet, que t'as la technique, tu peux savoir quel type de blague tu veux mettre et autres. Là, je pense qu'au début, il faut vraiment que tu prennes un sujet qui te touche. Vraiment un truc qui te fait rire ou un truc qui t'énerve. Tu vois, un truc qui te laisse pas neutre. Et forcément, t'as de grandes chances, si vraiment ça te touche et que l'émotion elle est sincère, de toucher du monde avec. Tu vois, moi, genre le fait d'être un gay dans le 93, genre ça, il y a pas mal de trucs qui m'ont quand même pas mal cassé les couilles pendant des années, tu vois. Tu m'étonnes. Et je me suis dit, l'émotion était sincère. Il y avait en vrai, genre ça me fait rire, mais derrière il y avait un peu de colère, il y avait un peu de solitude et tout. Et je me suis dit, j'essaie de retranscrire ça. Et quand ça marche, parce que ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, je pense que c'est ce qui fait que les gens rigolent, tu vois. C'est qu'ils ressentent l'émotion. Donc si vraiment tu commences, c'est vraiment avoir un sujet qui t'appartient vraiment. Ouais, qui t'appartient, dont tu as envie de parler. Et après, te focus, évidemment, il y a pas mal de trucs. Stand Up France, meilleur site de stand-up. D'ailleurs, standupfrance.fr. Ils ont des techniques de blagues et tout. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça, d'outils que tu peux utiliser pour structurer et avoir des blagues. Mais le premier truc, c'est vraiment d'écrire sur un truc, écrire ou t'enregistrer, mais prendre un sujet et développer un sujet qui t'intéresse. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'humoristes qui sont souvent pas ouf, qui vont parler du même sujet, genre le Covid, le confinement. Bon, les gars, on l'a tous vécu. Ok, on l'a tous vécu différemment, mais voilà, essayez de prendre des sujets de vous les approprier vraiment et que ce soit un truc un peu vraiment personnel qui change. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes, même s'ils sont drôles, en fait, ils vont parler de choses que on a l'habitude, on va presque deviner des chutes, tu vois, alors que c'est vrai que parler de trucs un peu qui changent, et puis ça permet aussi de... c'est sympa aussi un peu de se livrer en faisant rire, tu vois, tu te dis vaut mieux en rire un peu. Après tu peux parler de... En fait c'est ça qui est bien, je trouve que... Et qui est obligatoire, parce que limite il y a quelques sujets quand même qui sont quand même assez inédits. Je pensais à un pote, dédicace à Tom, un jeune humoriste je crois qu'il est du 77 aussi. Et en fait, le mec a un sketch sur le fait qu'il ait deux mères et qu'il y avait une autre ex, du coup, qui avait 3 femmes dans sa vie. Je croyais que tu avais dit qu'il ait eu 2 mères. Non, voilà. Non, qu'il avait 2 mères. Et en fait, j'ai vu presque personne arriver avec ce type de vanne. C'est un peu inédit, tu vois. C'est un sujet où c'est tellement personnel que quand il arrive dessus, limite, il a l'exclusivité sur le sujet. Ouais. Donc ça, c'est génial. En plus, il a bien mené ça et tout. Le mec, il a 17 ans, vraiment archi bon et tout. Mais en dehors de ça, tu vas grave parler de trucs, de sujets qui ont déjà été pris parce qu'on n'invente pas le truc. Sûr. Le truc, c'est vraiment d'en parler et d'essayer d'en parler d'une manière qui soit un peu la tienne est différente de ce qui se propose. Tu vois, genre, vous avez déjà remarqué que les piétons dans la rue, si tu fais ça. Le Covid, j'étais confiné, on pouvait pas sortir. Voilà, exact. Mais après, encore une fois, on dit ça, mais tu sais, quand tu commences, je pense même prends un truc cliché, on s'en fout. Parce que quand tu commences, le but, c'est, et ça c'est super important, c'est de se faire plaisir au début. Tu vois, c'est pas... parce que je pense qu'il y a un truc où, même quand tu le fais en tant qu'amateur pur et que tu n'enchaînes pas du tout les succès et tout, tu vois, il y a quand même un truc qui fait que tu es sur Paris, il y a un truc qui fait que tes potes, ils te demandent, toujours en rigolant évidemment, mais bon, c'est pour quand Bercy, c'est pour quand l'Olympia. Et toi, tu dis non, c'est pas maintenant, mais quelque part, t'y crois quand même, tu vois. Oui, c'est bien d'avoir un objectif, quoi. Voilà. Mais je trouve que du coup, c'est bien, évidemment, tu vois, c'est un peu normal, mais c'est de prendre du plaisir. Donc en fait, si tu prends du plaisir à parler de ta grand-mère qui fait des quiches, tu sais, il y a toujours une grand-mère qui fait des quiches lorraines. Voilà, si tu veux parler de ça, parle-en tant que tu te fais rire, en vrai, c'est cool. Mais au bout d'un moment, pense à faire rire les gens aussi. Oui, ça c'est important de mettre des blagues quand même aussi. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire, le truc qui est vraiment important au début, il faut pas tomber dans ce piège parce qu'on le fait tous, je pense, c'est qu'il y a 2 choses qu'il faut pas faire. C'est monter sur scène
et réciter ton texte comme si c'était une poésie au collège. Ça, c'est vraiment pas bon, parce que le principe un peu du stand-up, c'est qu'il y a une espèce de convivialité, on est proche des gens, et s'ils sentent que juste tu débites ton texte, et que tu vois, il n'y a pas de regard, il faut en fait prendre un peu l'habitude de rebondir sur ce que les gens font, comment ils réagissent. De ouf. En vrai, je suis grave d'accord, mais c'est vraiment dur à faire. Ah ouais, c'est vraiment dur. Alors, je parle pas évidemment, le réciter, comme on récite voilà, une poésie ou un exposé quand on est en 6ème. Évidemment, ça, on sait qu'il faut pas le faire, et même on peut le faire au début, c'est pas grave. Bah oui. Mais après, il y a des niveaux, tu vois. Ouais. Il y a des niveaux où, en fait, tu connais ton texte, et même si tu vas interagir avec les gens, en fait, tu vas bien le sortir, mais ça va sentir que t'es dans un truc qui est préparé. Ouais, c'est ça. Et ce qui est vraiment dur, je trouve, à obtenir, mais quand t'es humoriste débutant, je parle pas que de moi, je parle des gens en général, c'est d'arriver, et il faut vraiment que les gens aient l'impression que tu leur parles, et que ce que tu dis le dis vraiment pour la première fois, comme si tu y pensais sur le moment, ça devenait de manière spontanée. Et franchement, ça, dans les humoristes débutants, j'en ai pas vu tant que ça qu'ils le maîtrisent. Ouais, non, c'est ça, super franchement, c'est vraiment un skill, je pense, quand tu commences à maîtriser ça et que tes vannes en plus sont structurées, tu commences à devenir vraiment un bon humoriste. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut tellement que tu connaisses ton texte par cœur que tu le récites pas par cœur. En fait, t'oublies les parties, c'est pas grave. Tu connais les idées générales, les blagues et tout. Et ça va beaucoup mieux se passer que si vraiment on sent que le public te regarde et se dit, ok, bah là, on sent que t'es en train de réfléchir, tu vois. Et le problème, c'est quand tu fais ça, mais c'est dur, hein, enfin, franchement, on dit ça comme ça, mais au début, on le fait tous. C'est que s'il y a un petit trou de mémoire ou quelqu'un qui va parler ou tu vas te faire interrompre, bah t'es tellement dans ton texte que bam, tu vas tout perdre d'un coup. Ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment trop chaud, tu vois. Carrément. Et l'autre truc aussi, piège à avoir, c'est comme il a dit Guimso, faut essayer de prendre du plaisir et pas de débiter ton texte à la vitesse de la lumière en mode ouais, c'est bon, c'est passé. Ouais. Parce que ça, c'est un peu la mentalité qu'on a tous au début en mode c'est fait. Mais souvent, quand tu dis ça, c'est que t'as speedé. Alors, ça, les gars, c'est le plus dur. En vrai, ça, c'est le plus dur, surtout au début. Alors, évidemment, au début, ça dépend des gens. Il y en a qui managent de ouf qui gèrent de ouf leur stress, tu vois. Moi, c'est pas trop mon cas. Maintenant, ça va mieux, tu vois. Maintenant, je me suis rendu compte qu'un bide te tue pas. Alors qu'au début, tu penses qu'un bide, c'est la mort, tu vois. Ouais. Du coup, ça va mieux, mais c'est clairement le plus dur de rester en fait naturel. Parce qu'en fait, c'est tout sauf naturel. C'est ça le truc. Faut que tu aies l'air naturel à parler des gens, mais à quel moment tu parles à des gens de toi, de trucs que tu as vécu, alors qu'ils sont tous en train de te regarder, de te juger potentiellement, tu vois. Et faut que tu arrives à garder un rythme et un flow comme si vraiment tu étais à l'aise. Et ça, c'est donc ne pas réciter, ne pas stresser, c'est vraiment. C'est vrai que c'est le b.a.-ba, mais quand tu commences, franchement, 90% de chances que tu fasses les erreurs que tout le monde fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est normal en plus. D'ailleurs, là, du coup, ce que je voulais que tu racontes, c'est. J'aimerais que tu racontes aux gens qui nous écoutent 2 anecdotes de jeu. Donc, des flops. Ouais, non, une où ça s'est mal passé et une où ça s'est très bien passé, tu vois. Ok. Genre la pire fois où t'as joué, je sais pas, gros bid ou ouais, les bids, il y en a les bids. Mais je tiens à dire, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, mais franchement, les bids, les amis, c'est le flop qui fait l'humoriste. Et je dirais même c'est le flop qui fait l'homme en vrai. Un petit flop pour l'humoriste, j'ai pas de chute. Ouais, j'ai pas de chute, voilà, j'ai pas de chute. Mais non, franchement, le plus gros flop, c'était au Panam Art Café, du coup. Donc le Panam, aka le Panam, quand tu commences, tu vois, le Panam, c'est un peu là où il faut être vu, tu vois, c'est là... Ouais. Là où il faut être vu, mais où il faut pas bider. Ouais, voilà, c'est symbolique, tu vois, quand tu commences, c'est... tout le monde parle du Panam, les gens chuchotent Panam, tu vois, genre t'as envie d'y aller, t'as envie de... Et c'est dingue, tu vois, nous on y allait au début, on a croisé Hugo tout seul, qui était vraiment tout seul. Il y a vraiment des gens qui sont chauds. Ouais, de ouf, on a croisé Robin Frassinet aussi. C'est un truc de ouf. Et on a tous vu ça, les vidéos sur YouTube et tout, enfin tout humoriste qui commence connaît le Panam. Ouais. Et du coup, ouais, c'est un truc de dingue. Et du coup, bah, je suis allé au Panam, mais le problème c'est que je suis allé au Panam avec un texte qui était vraiment un récit en fait, tu vois. Okay. J'étais là vraiment en train de réciter mon texte. Il y avait des vannes en plus que j'aimais pas, donc ça c'est un autre truc. Les vannes, je le dis encore maintenant, c'est dur, hein, mais il faut croire en 100% de chaque putain de vanne que t'as écrit. Parce que ça se voit hein, quand on n'y croit pas. Ouais, chaque putain de vanne que t'as écrit quand t'es sur scène, t'as pas le choix, tu l'écris, tu l'as dit ou tu l'as dis pas. Mais moi, genre, j'étais en train de réciter
Et il y avait des vannes, je commençais à les faire et je me suis dit, en fait, celle-là, non, elle est pas. Nanana. Mais du coup, et c'était comme ça pendant 5 minutes. Et en fait, mon gars, c'était long. C'était tellement long. J'avais la chance, je parlais du chômage et du coup, devant moi, il y avait une meuf qui était au chômage, donc elle avait un genre de sourire approbatif, Ouais, en mode, voilà, ouais, elle compatissait, mais avec pitié, tu vois. Ça se voit qu'elle avait une vie qui était un peu nulle aussi, mais elle devait se dire, Mais elle était pas sur scène. voilà, mais elle devait se dire, ça, c'est une vie de merde, tu vois. Non, franchement, c'était long. Je me souviens qu'à un moment, j'ai postillonné. J'ai vu mon postillon partir sur quelqu'un, il est tombé sur lui aussi, il l'a vu. Et c'était long en fait, c'était archi long. Et ouais, ça finit à la fin. Tu sais, sur le coup, j'ai perdu mes moyens. Déjà que j'ai des problèmes d'articulation. Quand je suis stressé, ça bouffe les mots. Et là, j'articulais plus, tu vois, j'oubliais mes vannes, je revenais sur une vanne que j'avais déjà fait avant. Enfin, quand tu imagines un bide devant du monde, et ben ça c'est pire non vraiment quand tu imagines ce que ça peut être floppé, et ben ça c'était pire. Ouais. Et vraiment après tu sais t'es mal en plus, comme je disais c'est dur parce que il y a eu d'autres bids, hein, mais celui-là il était vraiment dur parce que c'est le Paname et parce que t'as un truc où t'as envie d'être bien vu quand même. Il y a des humoristes qui sont aussi des humoristes débutants mais qui sont quand même débutants, on va dire dans les débutants qui sont confirmés, Ouais. qui sont en loge et qui voient ce que tu fais. Et c'est sûr que t'as l'impression d'être un pestiféré quand tu sors de scène, tu vois, genre toi-même tu regardes le sol, t'as pas envie de regarder les gens, t'as pas envie de regarder les humoristes. Moi j'avais une pote Ngo qui était là, tu vois, enfin une pote, une humoriste que je connais, avec qui je m'entends bien, tu vois. Et je suis parti, il y avait un côté où je voulais chercher du réconfort, tu vois. Et d'autre côté, je suis parti directement parce que je me suis dit, j'ai même pas envie d'avoir une petite main sur l'épaule et tout, tu vois. Et elle me l'a dit à la fin, je l'ai croisée quelques semaines plus tard. Elle m'a dit, putain, mais en fait, j'aurais bien aimé te dire un truc, mais je pense que t'avais l'air d'avoir besoin d'espace et du coup, je t'ai laissé partir parce que, en vrai, je pense que mentalement, ça peut être dur. Franchement, ça peut être dur. Donc ça, c'était le plus gros flop qui m'a marqué. Et d'ailleurs, les amis, le Paname, maintenant, pour jouer au Paname, donc avant le Paname, nous, on joue au labo. Donc le labo, c'est à 16h30. Donc en vrai, tu peux y jouer si tu es en vacances ou que tu es au chômage, parce que sinon Et tu là, travailles. maintenant, du coup, Et donc en fait, tout le monde pouvait jouer au labo en envoyant un message sur Messenger. Maintenant, pour jouer au labo depuis février, là, depuis cette année, il faut avoir 2 ans d'expérience. Et moi, je me demande si c'est pas à cause de mon passage de novembre. Ils Donc t'ont vu voilà. passer, ils ont fait oh putain. Donc voilà, j'ai été précurseur parmi les floppers, mais Voilà. on est nombreux, et franchement, encore une fois, c'est le flop qui fait l'humoriste, du coup, flopper les amis, mais flopper avec dignité, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, si tu devais raconter une fois où ça s'est grave bien passé. Grave bien Parce passé. que attends, le but c'est que si les gens nous écoutent ou nous regardent, ils aient envie de se lancer et pas ils se disent putain, mais Évidemment, attends. évidemment. Mais tu sais qu'en vrai, si je devais faire un ratio du nombre de scènes effectuées, on va pas se mentir, il y a plus de scènes qui sont en général bien passées que mal passées. Ouais. Alors bien passé, c'est pas dire que c'est un succès, que la foule t'acclame, hein. Bien passé, c'est dire que t'es à l'aise, il y a des vannes qui marchent, d'autres qui marchent pas, mais en général, tu fais une scène où tu te sens bien, les gens rigolent. Il y a plus de scènes qui sont bien passées que mal passées depuis le début. Donc là, c'est un truc, si tu commences, ça se passe bien, c'est pour ça qu'on continue également, tu vois. Et bien passé, je pense que en vrai, on va faire la dédicace au No Name Comedy Club, le No Name Comedy Club, aka le Comédie Pigalle, aka l'endroit qui nous l'a joué dès le début. Donc gros big up en vrai à Dès ce le début, Comedy le Club. soir, parce qu'il y a beaucoup de Ouais. mic où c'est l'après-midi, donc quand tu taffes c'est un peu chiant et pour le coup là-bas tu peux y jouer le soir. Ouais, donc à Pigalle, franchement, un Comedy Club qui laisse sa chance justement aux humoristes qui débutent. Et du coup, au début, tu fais juste pour l'histoire, hein, j'arrive sur quand ça se passe bien, mais au début, tu fais des open mic, donc tu arrives à 19h, généralement en semaine, tu testes des vannes. Des fois, il n'y a pas full, justement pas, il n'y a pas beaucoup d'humoristes, de public plutôt, on joue devant nous. Et, mais après, en général, quand tu l'as fait quelques fois, on te laisse faire des plateaux. Donc les plateaux, c'est quand tu joues à 21h ou à 19h le week-end, et là, du coup, c'est plein. C'est un petit endroit, mais quand c'est plein, ça fait des bons publics et tout. Et je pense que c'est vraiment ma meilleure scène. Je pense que c'était là, ça doit faire environ 1 mois. J'ai dû ramener 2 potes, il y avait grave une bonne ambiance. Je connaissais Auguste, je sais pas si c'était Auguste, mais
Je suis passé en dernier parce qu'ils avaient confiance en moi. Des fois, tu sais, Auguste, c'est celui qui gère le plateau. Hein. Ouais, voilà, Auguste, c'était 19h, donc c'était pas. C'était à 19h, 21h, c'est le Comédie Pigalle. Et voilà, je suis passé en dernier dans l'ordre. Faut savoir que quand tu passes en dernier, en général, c'est bien. Parce que ça veut dire que le public est plus chaud. Hein. Le premier a toujours un rôle un peu de bâtard. C'est pour ça qu'on met jamais un humoriste qui commence en premier. Donc, ça se fait rarement parce qu'ils savent que c'est chaud. Ça se fait rarement. Le premier a toujours un rôle où il faut qu'il arrive à mobiliser les troupes, on va dire. Quand il y a une bonne chauffe, c'est cool. Quand la chauffe a pas trop fonctionné pour une raison ou pour une autre, le premier a un rôle où il doit se lancer dans la foule et faire rire les zygomatiques des gens qui sont venus et qui restent les bras croisés comme ça. Parce qu'il y en a, ils viennent, hein. Les salons, on vous voit, hein, vous venez. Non mais sérieux, qu'on en parle. Franchement, on en parle, genre des gens qui viennent en scène, ils viennent et ils croisent les bras, tu vois, et ils font un peu la gueule. Mais pourquoi t'es venu, mon gars, tu vois? Moi, j'ai fait 1 heure pour venir à Cap Pigalle. Je suis en 3 € en déficit et toi, tu croises les bras devant moi, tu vois, genre. Mais ça, pour le coup, c'est vrai que les chauffes, c'est vraiment la roulette. Parce que quand dur, tu passes en premier, il y a toujours la chauffe. En gros, vous faites jamais la chauffe. Hein. Ne vous inquiétez pas, le jour où vous passez en premier, vous passez pas vraiment en premier. Vous passez un premier et demi, on va dire, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui chauffe avant. Mais la chauffe, si elle est éclatée au sol et que tu passes, c'est super dur. Mais si le mec qui fait la chauffe, il est super bon et que toi, t'es pas ouf, c'est compliqué aussi, tu vois. Ouais. Mais après, franchement, il vaut mieux avoir une chauffe qui a. Je vais pas dire bonne, mauvaise chauffe, mais une chauffe qui a marché. Sinon, je vais pas dire une bonne ou une mauvaise, mais il faut que ça marche. Eh oui, les amis, on appelle ça être consensuel. J'ai envie de jouer partout, moi. Non, mais non, voilà. Et du coup, ce jour-là, ça s'est hyper bien passé parce que, ouais, franchement, c'était archi blindé. Je suis passé en dernier, donc déjà, tu vois qu'il y avait une ambiance, une putain d'ambiance. Et ce jour-là, j'ai vraiment chaque vanne qui a fonctionné. Et en fait, le truc qui est stylé, c'est que plus tu reçois de l'amour, donc les rires, parce qu'on est quand même là pour recevoir un peu d'amour, tu vois, un peu de rire, et plus tu reçois de l'amour et du coup plein de rires sur scène, plus toi t'es chaud, parce que du coup tu te sens que t'es à l'aise et qu'on kiffe ce que tu fais, ce qui d'ailleurs est un piège, hein, en vrai c'est bien, mais c'est pas, tu devrais pouvoir te libérer de ça quand c'est en bien et en mal, tu vois, mais ce jour-là ça s'est tellement bien passé que pour le coup j'étais vraiment pas dans le récit, le texte était vraiment parfait, il y avait vraiment chaque silence au bon moment, tu vois, je sentais que je maîtrisais. En fait, tu sens que tu es un peu le maître d'orchestre des rires, tu vois. Tu peux faire vraiment un mouvement, un regard, tu regardes une personne, tu réagis facilement aux gens. C'était. Non, franchement, c'était vraiment une très belle scène. Autre très bonne scène aussi, pareil au No Name, juste avant les vacances. Un groupe de parents qui arrivent, ils sont pleins, une vingtaine, tu vois, avec pas mal de gosses. Ouf. Et nous, on passe avec des sujets, tu vois, plus ou moins. Pas forcément enfantin, tu vois. Moi, ça va encore sur le chômage, mais il y avait des sujets vraiment sur le sexe, la drogue et tout. Et du coup, on est passé, et vraiment, à la fin, c'était vraiment les darons, et je sais pas, les gamins de 14 ans qui viennent et qui disent, ouais, merci Gimso, tu vois. C'est trop et cool. franchement, c'est aussi pour ça que tu le fais. Donc non, quand c'est des scènes comme ça, tu rentres et tu dors avec un sourire, mon gars, c'est le plaisir. Franchement, les trucs comme ça, tu les prends. Comme me l'avait dit une pote, tu les prends, tu les gardes, tu les chéris, et quand tu floppes, tu te rappelles de ce moment-là, tu dis non. J'étais capable de faire rire du monde et tout, du coup. Non, ça c'est vraiment les bonnes scènes et franchement, dans la mémoire, tu gardes carrément plus les bonnes que les mauvaises. Ouais, mais le piège, c'est faut pas oublier les mauvaises aussi, parce que c'est les mauvaises qui te forment et qui font que ça se passe bien. De toute façon, tu peux pas oublier les mauvaises. Oui, t'as pas le choix. Quand tu floppes, mon gars, ta mémoire, elle se rappelle, genre. Bah ouais, et des fois, tu vas jouer et ça va super mal se passer. Et c'est parce que ça s'est mal passé que tu vas te remettre en cause, retravailler ton sketch et après qu'il va être vraiment bien. Tu vois. Mais c'est pour ça que je dis c'est les flops qui font les humoristes. Vraiment, je pense que faut vraiment sortir de sa zone de confort aussi. Tu vois. Après, c'est mon avis, mais moi, je suis pour aussi d'expérimenter plusieurs styles de stand-up. Tu vois, essaye justement même si t'as pas fait du théâtre ou de l'impro, parce que alors ça, c'est un conseil. Si jamais t'as fait du théâtre ou de l'impro, ça aide de ouf. Oui. Ça aide de ouf à prendre la parole devant des gens, à défendre une idée, à pas se démonter quand tu vois que ça marche pas et à continuer jusqu'au bout, à être à l'aise. Alors ça a l'air de rien, mais ça donne ça donne vraiment de bons outils. Et en dehors de ça, que t'en aies fait ou pas, je trouve que c'est bien de prendre, tu sais, d'essayer de faire des personnages ou. Au début, en tout cas, quand tu commences, tu peux avoir trouvé ton truc.
Mais comme tu commences, tu sais pas. Ouais, Si et vraiment, faut pas que tu restes dans un truc. Du coup, essaie d'avoir peut-être plusieurs styles, même si c'est des trucs qui peuvent être un peu. Tu sais, au début, tu t'inspires des gens. ouais, mais Donc- ça c'est un peu le piège aussi. Il faut faire gaffe de pas trop s'inspirer des stand-uppers qui marchent et tout, machin. Parce que le but c'est essayer vraiment d'être vous-même, de faire rire avec la personne que vous êtes. Essayez pas de faire genre, ah bah là je vais faire un peu du Paul Mirabel ou je vais faire un. Vous voyez ou pas. Faut vraiment essayer d'être le plus soi-même, tu vois. Ouais, Si c'est carrément. ton style, c'est cool, mais faut pas essayer de rentrer dans le moule, c'est pas bien. Et puis, Ouais. les gens ont tellement de styles d'humour différents que ça Ouais, sert à rien ouais. d'essayer de rentrer dans un moule. Être qui. Voilà. Voilà. Ça, c'était une conclusion en beauté. C'était une conclusion éclatée. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que tu aimerais faire la pub d'un de tes potes humoristes? Donc, tu fais pas la pub de toi. Moi, je vais faire la pub de toi après. Mais tu fais la pub pour un de tes potes humoristes qui a soit un comedy club, soit qui a un spectacle, soit qui joue quelque part ou que t'aimes bien, tu lui donnes son Insta ou je sais pas. La pub d'un pote humoriste. Tadam, je n'ai pas de pote. Non, en vrai, si, j'ai pas mal de bonnes rencontres et je pense à plein de gars et à plein de donzelles aussi. Mais en vrai, je vais parler plutôt du stand-up dans le 77, les amis. Allez, vas-y. C'est vraiment ça. Du coup, moi, voilà, je suis un petit gars du 7-7 de base, tu vois, et c'est vrai que bah, on aimerait bien que le 7-7 prenne son indépendance, et moi, j'aimerais en devenir le roi. Voilà. Non, mais en vrai, c'est pas ça. Je pense que l'idée, c'est que j'aimerais bien, tu sais, plus tard, évidemment, quand j'aurai pris du level, être un peu un acteur du stand-up dans le 77 et un peu le faire se développer. Parce qu'il y en a marre d'aller jusqu'à Paname pour voir du stand-up, parce qu'on a des potes aussi là-bas, il y a pas mal de jeunes qui sont là-bas et qui sont venus à venir à Paris, qui vont même pas jusqu'à Paris parce qu'ils ont la flemme, parce que c'est loin, parce que ça prend trop de temps. Et du coup, voilà, donc je pense à Vincent, je pense à Adrien Labrocante. En fait, je pense à ces gars qui ont ouvert des plateaux à Fontainebleau, à Melun, chez qui je suis allé jouer et qui me donnent envie d'ouvrir un truc vers Marne-la-Vallée. Donc franchement, grosse force à ces gars parce que ça fait plaisir de sortir un peu des milieux parisiens. Je trouve que c'est con, hein. Paris c'est bien. Paris c'est vraiment bien. Tu rencontres beaucoup de monde et ça c'est génial, tu vois, pour prendre plein d'idées, pour échanger, c'est génial. Mais quand tu sors et que tu vas jouer en province, tu vois, Oh non, le terme interdit, il l'a dit. Quel connard de Parisien. Ouais, voilà. En province, chez les gueux, tu vois. Parce qu'encore, nous, à Marne-la-Vallée, tu vois, on est encore des Parisiens. Mais à Melun et à Fontainebleau, vous êtes un peu plus... voilà, enfin, on va s'arrêter là. Mais non, franchement, big up à ces gars. Et quand tu vas jouer là-bas, il y a un truc qui est différent dans la vibe. C'est parce que les gens, à la fin, à Paris, dès que tu finis... On a tous 40 000 trucs à faire à Paris. Quand tu finis le plateau, tu vas rejoindre ton pote, ta pote, ton plan cul, ta plan cul, Valérie Pécresse, je sais pas, tu fais ce que t'as à faire. Ouais, voilà, tu fais ce que t'as à faire. Et alors que là-bas, du coup, les gens ont le temps, dis une connerie, il y a peut-être beaucoup moins de bars dans le truc. Donc en fait, tu sens qu'à la fin, les gens, ils te parlent. C'est la seule scène où j'ai donné mon Instagram et il y a 7 personnes qui m'ont rajouté à la fin en me disant, mais c'est vraiment ton Instagram, Gimso? Et du coup, je leur ai dit oui. La question c'est est-ce que je les suis ou pas? Parce que d'un côté, tu vois, genre moi je les connais pas. Elles me suivent parce que j'ai fait un sketch. C'est normal. De l'autre côté, je suis pas une star. Et si je viens jouer là-bas, faut que je les suive pour qu'elles aient envie de venir, tu vois. Ouais. Donc voilà, je les ai pas encore suivis, mais j'y pense. Ça fait 2 semaines. Mais non, mais franchement, big up à tous les mecs qui veulent développer un truc en dehors de la région parisienne. Parce que tout le monde a besoin de rigoler, surtout en ce moment avec ce qui se passe. On est aujourd'hui, hein, franchement, Ukraine, Russie, encore une fois, Pécresse, Zemmour, tu vois, et la politique, et peu importe tout ce qui nous casse les couilles. Donc il n'y a pas que Paris qui a le droit de rigoler. Donc dès que c'est ailleurs, c'est cool. Donc big up à Adrien et à Vincent pour ça. Ok. Bah du coup, moi je vais faire un peu ta pub alors. Donc comme j'ai dit, j'ai invité Gimso parce que c'est mon premier pote avec qui on s'est lancé dans le stand-up. Parce qu'avant on était à l'école du One Man Show, qui est une bonne école mais qui aime pas trop le stand-up. Ça, je tiens à préciser que je suis pas fan pour le dire en général parce que du coup ça me fait perdre de la street cred, tu vois. Non mais c'est vrai, je le dis pas vraiment, genre ça fait un peu tu sais le mec qui sort de son école et j'ai l'impression que si tu le dis dans des scènes, les gens vont penser que soit que t'es grave chaud ou que tu vas apporter un truc bien, alors que moi je sais que j'en ai besoin pour tu sais la prise de parole. Et c'est pas du tout eux qui m'aident non plus sur l'écriture, je tiens à le préciser, l'écriture c'est juste moi.
C'est juste que des fois, effectivement, tu arrives avec tes sketchs. Le cours, par exemple, tu as 3 heures. On est 10 ou 15. Du coup, tu as 10 minutes par personne. Tu arrives, tu passes. On te fait des retours un peu sur, justement, est-ce que cette vanne, elle est mieux au début, à la fin, sur ton intention, ton intensité quand tu joues. Vraiment, voilà, sur ça. Sur la forme plutôt, mais le fond, le fond, c'est vous-même en fait. Ouais, voilà. Vraiment... Et du coup, ça, c'est vrai que j'ai pris beaucoup d'outils utiles et beaucoup de bonnes personnes qu'on a rencontrées à l'école, mais c'est pas quelque chose que je crie quand j'arrive sur scène parce qu'il y a vraiment une différence entre l'école qui est quand même très théorique et les scènes qui sont l'arène et là où ça joue vraiment, quoi. Ça peut donner des bonnes bases, des espèces d'orientation ou quoi, mais c'est pas obligatoire d'y passer. D'ailleurs, on voit, il y a plein d'humoristes qu'on a rencontrés. Les meilleurs qu'on a rencontrés, c'est pas ceux qui ont fait l'école du One Man Show. Enfin, carrément. Il y en a qui sont excellents, attention, je dis pas, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, le meilleur, il a fait forcément une école, non, pas du tout. Carrément pas. Il y a vraiment le fond et tout, mais c'est vrai que sur la forme, il y a des gestes, il y a plein de choses qu'on vous apprend. Donc vous pouvez y aller, il y a plein de filières différentes, c'est assez cool, mais c'est pas obligatoire, quoi. Faut juste se lancer dans le bain. Nous, on a appris le plus, c'est quand on a commencé à jouer. En vrai, c'est quand tu commences à jouer. Parce que c'est théorique, c'est comme quand tu fais le code de la route et qu'après tu conduis. Bon. Voilà, code de la route, tu conduis pas bien, quoi. Ça, c'est vraiment la différence. Mais surtout que tu peux apprendre ce que tu veux à l'école. En vrai, tu peux apprendre le texte. Et c'est ça qui est la différence. C'est pour ça que j'adore faire des scènes, tu vois. Et que je tiens vraiment à faire les deux. Pour moi, les deux, en fait, se complètent, tu vois. Ouais, je suis d'accord. L'école va vraiment... je pense que c'est pas mal, vraiment, pour... même si c'est toi qui écris tes trucs... À force de voir des gens passer avec des thèmes différents, avec des trucs différents, même des gens qui sont pas forcément dans le stand-up, des gens qui font du théâtre par exemple, et ben toi ça va t'aider à t'inspirer sur des personnages, peut-être à sortir d'un format qui est un peu plus stand-up communautaire dans le format, tu vois ce que je veux dire. Et de l'autre côté justement, les scènes c'est important, même le plus important, parce que tu peux avoir le meilleur texte du monde, mais si t'as pas fait 50 000 scènes, et je dis ça, tu vois, en un nombre comme ça, mais en fait, il faut que tu saches ce que c'est de jouer devant des gens qui t'écoutent pas, devant des gens bourrés, de flopper, tu vois, alors que à l'école, tu restes un peu dans ton confort. On joue des fois dans un théâtre, c'est très bien aussi, franchement, très bonne expérience, c'est hyper cool, mais c'est vrai que le théâtre, les gens s'assoient, toi, t'es sur une scène, donc t'es valorisé. Tu vois personne aussi, donc quand tu bites, t'as l'impression d'être seul. Ouais, voilà, c'est ça, mais du coup, je trouve que aller jouer sur scène, c'est vraiment, en tout cas, si tu veux faire du stand-up, tu peux pas trop y couper. Je vois pas comment tu peux prétendre faire du stand-up et ne pas faire de scène. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, du coup, voilà, donc Gimso, voilà, le boss qui fait. Donc vous pouvez le suivre sur Insta. Ton Insta c'est Gimso Nagimso, non? Gimso Nagimso, G-U-I-M-S-O Nagimso. On va pas tout épeler. Ouais, de ouf, c'est compliqué, compliqué. Gimso Nagimso pour ceux qui ont la référence. Ouais, bah oui. Moi mon Insta c'est RLG, donc juste RLG en petit avec plein de tirets, mais je mettrai en commentaire ou quoi. Personne ne l'a demandé, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je veux dire, pour ceux qui veulent se lancer, donc toi c'est comme tu veux, mais pour ceux qui veulent se lancer, si vraiment vous êtes débutant, vous voulez savoir où jouer ou quoi, moi je vais faire plein d'autres podcasts avec d'autres potes humoristes. Donc là c'était le premier épisode avec Gimso. Ensuite il y en aura d'autres, donc d'autres humoristes. Il y en a qui ont des one man show. Déjà il y en a qui font que du stand-up, voilà, de différents âges, différents horizons. On va parler de choses assez différentes, de thèmes un peu différents. Là on a fait quand même un bon tour déjà. Vous pouvez m'envoyer un message et tout si vous voulez, si vous êtes débutant ou que vous voulez vous lancer, que vous avez des questions, où jouer, comment, parce que là on a parlé de certains, mais par exemple pour en revenir, par exemple, bon Paname maintenant on peut plus trop, mais par exemple pour le No Name Comedy Club, vous envoyez un message sur Instagram, ça c'est pas vrai Instagram, donc soit au Comedy Pigalle sur Instagram, soit au No Name Comedy Club, soit à Auguste Alexander. Ouais. Vous lui envoyez un message, vous lui expliquez que vous voulez lancer. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer une vidéo ou quoi que ce soit. Parce que quand vous voudriez jouer dans les endroits où c'est plus des open mic, il faudra envoyer des espèces de bandes démo pour montrer que vous n'êtes pas claqué au sol, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc si jamais vous voulez avoir des questions, tout ça, vous pouvez nous suivre sur Insta, du coup, tous les deux. Et vous pouvez, alors je sais pas si on s'abonne sur Spotify ou quoi, je sais pas comment ça marche, si je suppose que oui, tu dois liker. Le mec il a 20 ans mais il connaît pas les... c'est abusé, genre 20 ans en vrai mais 40 ans dans la tête. Non mais ça va. Et j'avoue voilà. que je sais pas comment ça marche non plus. Voilà, alors, je suis pas sur Spotify. Qu'est-ce qui m'emmerde. Mais donc voilà, donc je mettrai sur Spotify et il y aura d'autres épisodes à chaque fois avec d'autres humoristes, voilà. Voilà, et n'oublie pas, ce n'est pas le flop. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas du tout ça. Oubliez tout. Tu peux le redire, vas-y, on refait la fin. Fais ta belle phrase. Voilà, et n'oubliez pas, c'est le flop qui fait l'humoriste.
C'est vrai, c'est beau. Et merci à Alex pour ce bon moment convivial. Voilà, sur mon canapé. Voilà. Allez, ciao tout le monde.